Vous êtes là ce soir et nous sommes là à causer. Oui. Eh bien oui, mon cher Jean-Jacques, et voyez-vous, je suis satisfait de cette entrevue, car ce n'est pas sans considération externe que m'est née cette... Fin de la page. Une autre page à lire. Einstein, toujours la vie d'Einstein, quelques années plus tard, en tout cas chronologiquement dans l'œuvre de Goossens, quelques années plus tard, La gloire, 23 janvier 47, et des poussières, Albert Einstein voit son génie enfin reconnu, il est invité à l'émission Savant de notre temps. Vous savez, ce qui me fait littéralement hurler, c'est la bêtise, dit Einstein. La bêtise. Je n'arrive pas à lire ici, mais c'est pas grave. La bêtise. Ah, la bêtise. On la rencontre tous les jours, la bêtise. La bêtise sous toutes ses formes. Elle est cachée partout. Oui, Albert Einstein, votre génie est enfin reconnu, dit le journaliste. Mais cela après un demi-siècle d'indifférence. Par ailleurs, vous avez toujours farouchement lutté contre l'injustice. Le journaliste n'aime pas les blancs à la radio. Vous savez, ce qui me révolte, c'est la justice. Voilà, deuxième page. Page suivante. Là, c'est la lecture de Chaland. Alors Yves Chaland est un dessinateur qui est mort à 33 ans et qui a passé une décennie des années 80, 1980-1990, à faire des récits sur la ligne claire, dans le style ligne claire, dont voici le jeune Albert qui avait été traité l'année dernière dans ces mêmes locaux, à une autre conférence. Parmi les idoles de Chaland, il y a toute l'école belge dite de Marcinelle, c'est-à-dire Gigé, Franquin, Tilleux principalement, Jacob aussi en partie. Et Chaland avait développé des personnages, dont un qui s'appelait Freddy Lombard, l'édition du Lombard de Tintin, Freddy Lombard, et il était obsédé par la reprise de personnages de l'école franco-belge, ici Spirou. Alors il avait développé dans les années 80, milieu des années 80, un projet de reprise de Spirou. Au moment où Franquin avait arrêté depuis une quinzaine d'années de faire Spirou, Fournier lui avait succédé, et Dupuis cherchait des repreneurs possibles, et Chaland avait proposé un projet. La page que vous voyez ici est une page inédite. Elle n'a jamais été publiée en album, n'a jamais été publiée dans le journal Spirou. Elle fait partie des pages de projet qui ont été publiées dans les inédits de Chaland, ici, petit ouvrage à tirage limité. Or, cette page contient quelque chose, à mon avis, de remarquable, et je voulais mettre en avant ici, par rapport à cet exposé. Vous avez donc ici un déroulé d'une scène avec Spirou et Fantasio, et puis ici, Fantasio est appelé au téléphone. Fantasio, il faut savoir, est journaliste, et il travaille pour les éditions Le Moustique. Tout le monde connaît Télémoustique en Belgique. Donc on est vraiment dans ce rapport de la bande dessinée franco-belge avec notre patrimoine belge. Et l'histoire est censée se passer fin des années 30, début 40. Donc une période charnière pour la Belgique comme pour l'Europe. Allô, c'est vous, monsieur le rédacteur en chef de Fantasio? Fantasio. Je suis... Moi-même, j'arrive pas à lire. Fantasio. Je vais prendre mon texte ici. C'est vrai que c'est difficile de le lire. Et je vais vous le lire par là. Fantasio. Je suis heureux de vous parler.
Cela fait si longtemps que nous n'avons plus l'honneur de vous voir dans nos bureaux. J'ai beaucoup aimé votre dernier article. Si. Il brille par sa concision, sa clarté et sa pureté et la pureté de son style. C'est magnifique, Fantasio. Vous êtes viré. Voilà, alors on a lu nos 3 pages et vous avez ici un agrandissement de ce script qui m'intéresse particulièrement. Là, vous arrivez peut-être à lire en partie la bulle, et en tout cas certainement très bien ces 2 titres. Donc, ce qui m'a fait plaisir à la lecture que j'ai dû faire, mais que vous auriez très bien fait tout seul, c'est qu'il y avait des petits sourires, des réactions émotives. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose entre la lecture de la BD, de l'image, du texte, et des rapports image-texte, et des rapports entre les images entre elles. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est difficile à définir, et c'est assez subtil ce qui s'est passé là. On va essayer de trouver une piste, et c'est l'objet de cet exposé, d'arriver à définir ce qui s'est passé et de nommer certaines choses qui ont pu enclencher ces émotions chez le lecteur. Alors pour ça, maintenant on va faire un grand tour, un grand panorama de la bande dessinée et de l'histoire de l'art. Rassurez-vous, ce n'est pas trop grand ni trop long, mais on va chercher loin. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est comment lire une bande dessinée finalement. Parce qu'il se passe des choses au moment où on la lit, mais quand on la lit, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On peut revenir au système sensorimoteur dont on a parlé rapidement au début. On passe d'une case à l'autre, on passe d'une image à l'autre, on passe d'une case et d'un texte à l'autre. On avance comme ça, on avance dans le temps. Bon. Alors, l'appréhension d'une BD, en fait, c'est pas si simple. Quand on a l'habitude d'en lire, c'est devenu automatique, on se pose plus trop de questions. Quand on n'a pas l'habitude, à la limite, on cale. La bande dessinée, ce sont des images et du texte. Il y a un média qui a extrêmement exploité ça, plus beaucoup maintenant, mais qui a été très en vogue dans les années 20, 30, 40, 50, même début 60, c'est le roman photo. Et le roman photo, c'est une photo, une image, et puis on colle un texte dessus, et c'est un texte. Il y a eu une production énorme de romans photos, et beaucoup plus grande que de bandes dessinées au milieu du XXe siècle. Et on peut se demander pourquoi il n'y a pas des recueils de livres dans les bibliothèques, dans les librairies, de romans photos. Il y a une telle production. On voit tout en cinéma, on voit tout en bande dessinée, on voit beaucoup de choses en photo. Les romans photos sont mystérieusement absents des librairies. Est-ce que les gens n'aiment plus les romans photos? Est-ce que les gens ne lisent plus de romans photos? Pourquoi est-ce que les gens lisent encore Tintin? Pourquoi est-ce que Tintin a fait un film récemment? Pourquoi est-ce que les albums de Tintin se vendent en librairie? Pourquoi est-ce que les albums de Tintin se vendent en maison de vente aux enchères à des prix faramineux? Pourquoi il n'y a pas de romans photos qui se vendent à ce prix-là? On peut se poser la question. Alors j'ai mis une page de romans photos, parce que je trouve que ça pose bien la question. Une réponse très simple qu'on peut donner, c'est pas très beau. On a vu 2 pages de Jacobs et d'Hergé. Il y avait quelque chose d'équilibré, d'harmonieux, de plaisant à l'œil, de spatial. Ici, ça n'a pas l'air de fonctionner comme ça. Sauf si on est très amoureux d'un style un peu trash, un peu underground. Et il y en a. Mais apparemment, ça ne suffit pas à faire un gros public constitué, fidèle, etc. Pourquoi c'est pas très harmonieux? Il y a de la photo, il y a du texte. C'est de la bande dessinée. Alors je me suis amusé. Voilà. J'ai commencé à rajouter une sorte de Kandinsky là-dessus.
des ronds, des flèches, des points d'interrogation. Bon, la lisibilité n'est pas aussi grande que j'aurais voulu, donc ça ne se voit pas si bien que ça. Mais la question c'était, est-ce qu'on saisit d'abord une image? Est-ce qu'on saisit d'abord toutes les images? Et puis après ça, est-ce qu'on saisit le texte? Quel est le sens de saisie du texte par rapport au sens de saisie des images? Est-ce qu'on arrive à bien passer de ce texte-là à celui-là? Est-ce qu'on n'évite pas de passer directement à celui-là et on oublie celui-là? Puis on revient sur l'image, puis on repasse par là, mais on regarde plus le point d'interrogation qui nous frappe les yeux plutôt que ça. Alors vous allez critiquer le monteur du roman photo, cet homme-là n'est pas formidable. Mais comme il y a eu une énorme production de romans photo, il y a bien eu quelques génies dans l'affaire, qui ont été d'excellents fabricants et monteurs de romans photo. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle plus? Voilà, donc j'ai fait mon petit patchwork pour montrer qu'avec des flèches, ça fonctionne peut-être pas très bien. L'indice que je voudrais mettre en avant, c'est qu'il y a une trop grande hétérogénéité entre la composition et la texture de l'image et la composition du texte. Ces deux éléments sont tellement dissociés l'un par rapport à l'autre, l'un est tellement plaqué sur l'autre, que quelque chose ne fonctionne pas. Alors avec beaucoup de bonne volonté, dans une époque qui rêvait peut-être de cinéma à la maison, les gens ont acheté des romans photos pendant des décennies. Quand la télévision est venue, les vidéos se sont développées, tout ça, et bien, le roman photo est tombé en conquête des yeux. Parce que c'est peut-être un cinéma du pauvre. Et en tout cas, dans le rapport texte-image, les choses ne fonctionnent pas très bien. Alors la bande dessinée, on a vu Hergé Jacobs, a développé peut-être une certaine réponse à ce rapport texte-image. Littéralement. Et puis elle a aussi développé d'autres réponses dans les années 70. Et, à mon grand étonnement, on retrouve chez Bilal cette hétérogénéité texte-image. Bilal qui a un réalisme proche du roman photo, introduit des cartouches de texte de manière même parfois un peu ridicule, là au milieu de la case, pas bien posée. Donc je me suis amusé aussi à mettre des petits points d'interrogation pour faire ressentir que quelque chose est accepté aujourd'hui chez Bilal, qui ne l'est plus dans le roman photo, mais on pourrait se poser la même question. Donc on va essayer de chercher à comprendre le mieux possible ce lien subtil entre le texte et l'image. L'hypothèse, c'est que le trait chez Hergé, nous revenons à la ligne claire, le trait chez Hergé pourrait servir de jonction entre le texte et le dessin. Alors j'ai choisi cette planche du Lotus bleu, 1930-31, Hergé, publiée en noir et blanc. Et là, évidemment, tout se simplifie. La page est publiée en noir et blanc. Le texte est écrit en noir et blanc. Il y a déjà conjonction des surfaces texte et dessin, le blanc et le noir. Donc, il y a une homogénéité naturelle qui se met en place. Mais Hergé va renforcer cette homogénéité par un travail sur le trait. Ce fameux trait qu'on appelle le trait ligne claire. Et j'ai choisi cette planche du Lotus bleu. D'abord, c'est une planche magnifique d'action. Donc on a un système sensorimoteur qui fonctionne extrêmement bien, pas besoin de bulle. On passe d'une image à l'autre et on comprend très bien ce qui se passe. Et puis Chang est sauvé. Et puis il commence à discuter. Comme ça, on a un peu d'introduction du texte dans le dessin. Et on voit qu'il ne gêne pas. Il est harmonieusement placé. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle de traits, donc j'ai choisi cette planche parce qu'il y a des tas de traits filandreux, là, qui donnent l'eau, des reflets d'eau, de vagues, qui ressemblent aux traits, c'est la même épaisseur de trait, homogénéité du trait entre le trait du dessin et le trait du texte. Voilà encore
un renforcement d'Hergé. Le noir et blanc, le trait homogène avec le texte. J'ai encore choisi cette planche parce que si on la regarde de manière plus abstraite, plus lointaine, elle fonctionne un peu comme un rébus. On a des morceaux d'objets qui flottent dans un grand blanc, très amusant. Donc le rébus est pour moi aussi une jonction dessin-texte, raconté par le dessin, un court texte. Et ça nous renvoie à l'Égypte ancienne, qui est toujours intéressant. Donc voilà une très belle planche, qui en tout cas assied très bien l'hypothèse. Le trait serait la jonction du texte et du dessin. Alors on va maintenant aborder deux grandes parties, partie 1, partie 2, pour faire un petit voyage à l'intérieur de tout ça. Historique et concept. C'est un peu pompeux, mais bon, il y a de l'histoire et puis il y a des conceptions. Une certaine définition de la ligne claire. Puisqu'on est d'accord que la ligne claire, c'est ce trait, que ce trait s'harmonise bien avec le texte, que l'ensemble se compose bien dans une page, qu'est-ce que c'est que cette histoire de ligne claire? La ligne claire, telle que définie dans le Larousse de la bande dessinée, ici l'édition 2004 de Patrick Gomer, je vous lis. Traduction de Clara Line, ça c'est pas inintéressant, je crois que c'est la seule fois où du flamand apparaît dans le Larousse, le dictionnaire Larousse français francophone de Patrick Gomer, Clara Line. Donc c'est pas nous, la ligne claire, c'est la Clara Line. Littéralement, dessin au fil. L'expression ligne claire est employée pour la première fois en 1977 par Jos Zwart, pas Hergé qui l'emploie, Jos Zwart, lors de l'exposition Cueil-Feuille-Rotterdam. D'aucuns considèrent Hergé comme l'initiateur de cette tendance graphique. Après quelques recherches, ce créateur épure son dessin, emploie un trait linéaire, dessin au fil, refusant toute ombre, tout volume. Donc là, on a une définition qui est arrivée. Elle est publiée dans le dictionnaire Larousse de la bande dessinée, elle fait autorité. Les grands auteurs les plus connus de la ligne claire, Jacobs, Jacques Martin, Bob Demore, etc. etc. Donc, Hergé était comme le bourgeois gentilhomme, il faisait de la ligne claire sans le savoir. Et Jos Zwart, en 1977, est venu, et à l'occasion d'une exposition, a dit on va faire 3 catalogues de votre travail, et un des catalogues, je veux l'intituler Clara Line, la ligne claire. Donc, dans historique et concept, c'est Jos Zwart qui conceptualise l'idée que cette ligne claire au cordeau, est-ce que Hergé a développé pendant 40 ans de carrière à l'époque et peut être un certain style, un certain mode d'appréhension du réel et de fonctionnement du dessin. Et derrière ça, de la narration. Pour rappel, j'avais développé un thème autour des cigares du pharaon l'année dernière dans la conférence que j'avais donnée sur la ligne claire, ligne puissance, ligne contour. Donc, l'invention d'Hergé de la ligne claire, on peut la retrouver, rapide parcours, dans toute l'histoire de l'art. L'Égypte avec ses bas-reliefs, qui sont effectivement des traits uniformes au cordeau. Donc ça c'est remarquable, parce que c'est très ancien. Qui sont mis en couleur par aplat, qui sont aussi en rapport avec une écriture, laquelle écriture est elle-même une forme de dessin. Et donc en fait l'Égypte elle a déjà tout dit. Hein, c'est pas si compliqué. Donc en gros, même Hergé n'aurait rien inventé. Simplement, il l'a développé. Faire une invention, c'est parfois développer quelque chose qui existe. Nos amis grecs
dans leur vase, avaient aussi une définition de la forme très nette, alors même par contraste négatif photo, sans que la photo n'existe, où les formes apparaissent en blanc sur fond noir et en silhouette sur fond rouge-orange. Donc tout ça existait dans la culture depuis très longtemps et on en retrouve des formes multiples à travers les siècles. Rien d'extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'Hergé a développé cette ligne claire? Pas pour pouvoir publier dans le Canard enchaîné, mais parce qu'il y a un rapport important et intime entre le dessin de bande dessinée et la presse. Ce qui fait que un bas-relief égyptien n'est pas une bande dessinée, ou en tout cas n'est pas pensé comme une bande dessinée, c'est que c'est un bas-relief sur un mur d'un temple égyptien, d'une pyramide, etc. Tandis qu'ici, c'est un journal, c'est-à-dire un mode de diffusion. Ce qui fait que la bande dessinée existe en tant que médium, c'est aussi parce que c'est un médium diffusé par voie de presse. C'est quelque chose qui a basculé depuis une dizaine d'années, puisque maintenant il y a les ordinateurs et Internet, mais jusqu'à la fin du XXe siècle, en gros, c'était un art lié à la presse et au papier. Et qu'est-ce qui se passe quand on imprime, et quand on imprimait les journaux au début du siècle, le Canard enchaîné étant finalement resté dans une très vieille tradition, dans sa manière d'être et de se présenter, on imprime du texte, sous différentes typographies, et on imprime des dessins. Et ces dessins, sous quelle forme sont-ils le plus lisibles? Sous une forme claire. On ne va pas l'appeler ligne claire, on ne va pas voir la ligne claire là où elle n'est pas, mais sous une forme claire, c'est-à-dire contrastée, noir, blanc, au trait. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que c'est dans ce bain-là qu'Hergé est né, et par rapport à ça qu'il a fabriqué sa ligne claire. Alors de nouveau, il n'est pas l'inventeur, il va passer quand même un sale quart d'heure aujourd'hui, Hergé, toujours remis en question. Il y a un génie américain qui s'appelait Winsor McCay, qui au début du XXe siècle, fin du XIXe, début XXe siècle, publiait dans le New York Herald soit des strips, soit des pages entières d'une série extrêmement magnifique et fameuse qui s'appelait Little Nemo in Slumberland. Alors, New York Herald, diffusion presse, 1900-1905, ça nous appelle un certain style en vogue à l'époque, le Jugendstil, l'art nouveau, et on sent très nettement une imprégnation de l'art nouveau dans le dessin de Winsor McCay. Je fais une petite parenthèse, McCay est un génie parce qu'il a publié des bandes dessinées remarquables, qui sont encore aujourd'hui une modernité stupéfiante, mais dès 1911, il s'est intéressé au dessin animé et il a publié, il a réalisé un des premiers dessins animés, Gertie et le dinosaure, qu'on peut voir aussi de temps en temps sur Internet, qui est un des premiers dessins animés de personnages bougeants en noir et blanc, animation à la Disney. Donc bien avant Disney. Donc c'est un précurseur en toute occasion. Voilà. Ce qui est intéressant de nouveau, c'est que publication presse, alors ici c'est pas une page de Little Nemo, parce qu'il a fait une autre série qui s'appelait De Rarebit Fien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que sous l'influence de l'art nouveau, il met en avant ce trait de contour noir, dont on pourrait même dire ce trait très épaissi de contour. On sent que l'épaisseur est plus grande pour le contour que pour l'intérieur des formes. Et grâce à ça, il obtient une lisibilité maximum qui fonctionne très bien dans la reproduction, dans la presse. Donc il y a là un lien extrêmement fort. Et Hergé, sur ces traces-là, toujours le merveilleux lotus bleu, fait son tracé noir et blanc, sa ligne claire, ses surfaces de noir, ses tracés au cordeau de lignes. Et j'ai choisi cette page puisqu'il y a un rapport à l'écriture chinoise. À l'époque, il avait rencontré Chiang, et Chiang a introduit aussi un travail sur l'écriture chinoise dans le travail qui a influencé le travail de dessin d'Hergé.
Donc on voit très bien le rapport entre 1905, Winsor McCay, et 1931, si je ne me trompe pas, ou 32, Hergé, 25 ans ou 27 ans plus tard, traits, lignes claires, production dans la presse, noir et blanc, grande homogénéité des surfaces de dessin et de texte. Quelque chose fonctionnait très très bien à cette époque-là. Et encore plus tard, puisqu'en 1977, le fameux Jost Zwart conceptualise, dans la définition qu'on a vue dans le dictionnaire, la question de la ligne claire, en l'utilisant littéralement, c'est-à-dire comme un dessin d'Hergé, mais, et c'est là le concept, il a utilisé la forme pour tenir un autre discours. Et il y a tout un développement de bande dessinée, de dessins d'humour, d'illustrations de Jost Zwart, qui sont basés sur le style ligne claire, mais qui contiennent un discours tout à fait différent de celui d'Hergé. Donc il a vraiment utilisé la forme comme système de référence, un petit peu comme Andy Warhol, avec son pop art, réutilise des formes existantes et les transforme en autre chose. Ce qui est intéressant, c'est que Zwart, contrairement à Hergé, a poussé le travail dans l'illustration, dans le design, jusque dans l'architecture. Et donc, il a recréé un lien très fort entre ce qui s'est passé dans la ligne claire, qu'il a conceptualisé en 1977, et l'univers art déco des années 20-30 aux Pays-Bas, qui s'appelait le style de style, qui était justement un univers à la Bauhaus d'intégration des formes, du design et du dessin dans toutes les composantes du quotidien. Et ceci à tel point que Zwart s'est trouvé concepteur de vitraux, ici pour une cité aux Pays-Bas. Dans le cas un autre cas, il a mis des vitraux dans une église, le couvent Sainte-Cécile à Grenoble, qui est le siège social des éditions Glénat, et il en a conçu les vitraux. Alors là aussi c'est intéressant, puisque on relie à l'histoire. Le vitrail, c'est cette ligne continue en noir sur des couleurs pastel et transparentes. Et ce noir, ce n'est plus un trait, c'est du plomb qui va tenir les verres entre eux pour que ça tienne dans la verticalité de l'architecture. Donc le trait a une fonction de définition de contour, mais il a une fonction de support de la forme, littéralement dans le cas du vitrail. Là aussi, on a un rapport très ancien, si on pense à tous les vitraux dans les cathédrales gothiques, du trait et de la forme. Donc cette histoire de ligne claire parcourt toutes nos productions occidentales et artistiques depuis des siècles, même des millénaires. Ça nous a permis de donner une certaine définition de la ligne claire et de voir qu'elle est sous-jacente partout. Maintenant, on va développer la partie art séquentiel. Parce qu'il ne s'agit pas de vitraux, il s'agit de planches publiées où on déroule une certaine narration entre les images. Le grand concepteur de l'art séquentiel, c'est Will Eisner. Will Eisner, c'est son concept, c'est-à-dire dit que la bande dessinée était un art narratif qui fonctionnait par séquence et qu'il a appelé art séquentiel. Il a été enseignant pendant de nombreuses années à New York et il a développé tout un travail théorique autour de ce travail de séquence dans la bande dessinée. La séquence, elle fonctionne à travers l'ellipse. Donc, on a une petite définition de l'ellipse. L'ellipse, c'est un manque, une omission syntaxique ou stylistique de un ou plusieurs mots que l'esprit supplée de façon plus ou moins spontanée. Donc, l'ellipse, c'est ce vide qui va être rempli par l'esprit entre deux propositions de texte ou de dessin. Et Will Eisner
a développé toute sa théorie de la bande dessinée autour de cette notion-là. L'intervalle entre les cases, c'est le génie de la bande dessinée selon lui, c'est le fonctionnement de l'ellipse. Et nous recréons, image après image, dans le système sensorimoteur, la spatialisation et le temps de la narration. Alors il y a ici un très bel exemple qu'il a développé lui-même, de ce monsieur qui se lève le matin et qui rentre dans sa salle de bain. Il a une salle de bain en mauvais état dans son appartement à New York, et on voit une goutte d'eau qui va tomber du robinet en avant-plan. On passe à l'image suivante, on voit cette goutte d'eau qui s'allonge. Clic, il a allumé la lumière parce que la salle était dans le noir. La salle est allumée. Au moment où il ouvre la porte, la goutte d'eau tombe. Donc non seulement il y a la temporalité liée à la succession des images, mais il y a une temporalité interne liée à la chute de la goutte d'eau qui joue le rôle d'un petit chronomètre qui fait chuter l'eau comme des secondes. Voilà. Donc ça, c'est un très bel exemple de démonstration de la séquence et de son déroulement temporel par Will Eisner. Comme il avait dit, la bande dessinée, c'est un art séquentiel. Un autre théoricien de la bande dessinée, Scott McCloud, s'est intéressé à cette définition et on a parlé dans un magnifique ouvrage consacré à la bande dessinée, et il a essayé de la définir. Comment définir la bande dessinée? Donc chez nous on dit bande dessinée, comics aux États-Unis, fumetti en Italie. Voici une proposition d'après Will Eisner, un petit peu plus élaborée par Scott McCloud. Bande dessinée égale art visuel en séquence juxtaposée. C'est un art visuel, séquence juxtaposée, on a une bande dessinée. Simplement, il réfléchit beaucoup, Scott McCloud, il se rend compte qu'il y a des ambiguïtés dans chaque mot. Donc bande dessinée égale AVSJ, art visuel en séquence juxtaposée. Ça ne va pas suffire. Définition difficile. Art visuel, qu'est-ce que c'est? Ben, il faudrait définir, resserrer un peu, ce sont peut-être des images picturales et autres, puisqu'on a vu qu'il y avait des photos. Est-ce que ce sont des images picturales en mouvement, non fixes? Chaque cadre est fixe. Est-ce qu'elles sont disposées au hasard? Non, volontairement, parce qu'on a l'intention de raconter quelque chose. Est-ce qu'elles sont mises n'importe comment sur le plateau de la planche? Non, elles sont juxtaposées, les unes à côté des autres. Et comment? En séquence pour former une narration. Donc, bande dessinée égale IPAFVJS. C'est un peu long, donc ici, en francophonie, on a tous résumé IPAVLAABD, comme ça on s'y retrouve. Mais voilà une définition possible et complexe et qui montre la complexité de ce médium. Alors, comme on a parlé de ces images picturales volontairement juxtaposées en séquence et de ce séquençage sensorimoteur qui nous fait aller d'une image à l'autre et nous fait avancer dans la narration par l'image et par le texte, et nous fait avancer de manière quasi automatique sans qu'on s'en rende compte, un petit peu comme on passe d'une touffe d'herbe à l'autre. Si on était une vache, on mange une touffe d'herbe, puis on passe à la suivante, on passe à la suivante, et on se nourrit comme ça de notre lecture. J'ai pensé à illustrer ça, justement, avec une petite prairie, où il y a un peu d'herbe, et l'herbe, ça attire les vaches. Donc les vaches viennent brouter l'herbe. Et là, elles sont toutes tranquilles, en train de brouter leur herbe. Mais on va un petit peu encadrer ces vaches-là, pas qu'elles s'en aillent dans tous les sens. Et on commence alors mettre un cadre autour de l'une, ou autour de deux, autour d'une avec un grand cadre, la plus de chance celle-là, deux ici, etc. Et ceci change entre les vaches en liberté dans le pré et les vaches qui commencent à être encadrées. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé que Will Eisner a
développé comme l'art séquentiel. Si on va jusqu'au bout, on encadre tout. Les vaches sont des vaches, mais c'est peut-être une vache. Le cadre change toute la fonction. Et là, je crois que vous pouvez lire, je vous laisse lire. Alors là, on a un merveilleux exemple de développement d'appréhension directe du temps à travers la saisie d'une seule image, sans séquençage. Et il suffit de créer cet intervalle entre les éléments. Il suffit d'y rajouter un tout petit peu de texte et une temporalité tout à fait différente se met en place. Et on a accès à une temporalité et une narration. Ça tient à très peu de choses. Et c'est effectivement très subtil la manière dont ça se passe. Donc, on peut parler, revenir à l'intitulé de l'exposé, le temps suspendu, c'est un temps extérieur à l'image, où le fait d'encadrer l'image crée du séquençage, et ce séquençage crée du temps. Temps suspendu, temps extérieur à l'image. Ça explique toutes ces séquences bande dessinée. Mais ça ne suffit peut-être pas à essayer de comprendre le temps et de ressentir le temps d'une autre manière. Parce que vous avez souri et eu des petits rires tout à l'heure quand vous avez lu les pages de Goossens qui ont provoqué autre chose que juste la saisie du temps sensorimoteur. Alors par rapport à ça, Hergé, qui a mis les bases de cette ligne claire en place, il a compris que la saisie du temps nécessitait peut-être un autre travail sur l'image. Et voilà pourquoi, dans ses Picaros, il prend des libertés avec lui-même, avec son univers, avec son œuvre. Il rallonge les choses. Et il rallonge les choses, notamment les pantalons de golf de Tintin. La culotte de golf devient un pantalon. Et ici, le général Alcazar va devenir un personnage qui va nous faire venir en avant-plan par un gros plan. Donc il a des préoccupations nouvelles, Hergé, il veut se moderniser. Le système sensorimoteur, je passe d'une case à l'autre, ça ne me suffit plus. Il faut que j'introduise le gros plan, et par le gros plan, peut-être une émotion supplémentaire que je n'étais pas arrivé à donner jusque-là. Et donc, il se lance dans cette audacieuse strip où il nous montre ce général Alcazar de plus en plus gros, et ce faisant, en grossissant le plan, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il grossit le trait? Un tout petit peu, mais pas beaucoup. Est-ce qu'il nous donne une plus grande présence d'Alcazar? Oui, il est plus grand, mais il n'a pas d'intensité plus grande. Il n'a pas de présence plus grande. Je dirais même, il est plus vide. Là où le code fonctionnait extrêmement bien, où on sent une intensité dans le regard, on ne la sent plus. Ces lignes, qui sont une espèce de E renversée, flottent au milieu d'un vide. Là où il y avait cohérence graphique, il commence à y avoir flottement. Hergé cherche le gros plan, mais il flotte. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la question, le gros plan en ligne claire, pourquoi ça bloque? Hergé nous pose des bases du style, il va vers le gros plan, il ne s'en sort pas. Il insiste dans les Picaros. Ça ne lui suffit pas, Alcazar, en grand. Il met Haddock et Tintin, et Alcazar en plus petit derrière. Il nous met son cadre, son texte, et il nous met son Tintin en avant-plan. Résultat, il se retrouve avec une ligne qui n'est plus une ligne au cordeau,
qui est une ligne qui a des épaisseurs et des moments plus fins. Une ligne qui se termine en virgule pointue ici. C'est-à-dire que littéralement, ce qu'il avait mis en place comme codification graphique, il est en train de le détruire. Et non seulement il détruit sa codification graphique, mais il est obligé d'introduire un reflet dans les yeux de Tintin, c'est-à-dire un jeu de reflets, d'ombre et de lumière sur le regard, ce qu'il ne peut pas faire dans la bouche. Donc il dissocie le regard de la bouche. Il est en train de détricoter son système graphique, pourtant si puissant, et sur lequel il avait fonctionné pendant plus de 40 ans. Il n'y a pas qu'Hergé qui a des problèmes de gros plans et de zoom, et qui s'interroge là-dessus. Il y a des auteurs contemporains, très contemporains, Marc-Antoine Mathieu, qui est un auteur qui a fait un beau nombre d'ouvrages très intéressants sur le rapport justement de l'espace et du temps dans la bande dessinée, avec des cases qu'on voit avant, qu'on voit après. Je vous invite à faire connaissance avec cet auteur. Et il vient de sortir il y a 1 mois et demi, même pas 2 mois, un ouvrage intitulé 3 secondes. 3 secondes, on est toujours dans le temps. Et un ouvrage entièrement muet, qui est censé durer 3 secondes. Alors le sujet est très intéressant, parce qu'il va nous développer en 45 ou 50 pages 3 secondes de temps. Et le voyage qu'il nous propose est fascinant. Et pour ça, il a eu recours à un mode de narration qui est le zoom. Et son livre ne fonctionne que sur le zoom. Un zoom à l'infini, ou presque, toujours en avant. Donc, le thème est très intéressant. Son développement donne quelque chose d'assez saisissant au niveau narratif et perception d'un certain temps. Mais la question liée à Hergé, c'est comment a-t-il géré le zoom? Il prend un dessin, évidemment il y en avait d'autres avant, mais on arrive à ce stade-ci, il continue à zoomer. Il continue à zoomer. Il continue à zoomer. Si bien que sur une page, on peut prendre le raccourci en diagonale, on passe de là à là, et si là on a un certain équilibre, une certaine homogénéité du trait et des formes, et même du trait et du texte, par exemple contenu dans le journal, cette homogénéité est en train d'éclater ici. Alors il s'en fiche, ce n'est pas son sujet, donc il y va carrément. Simplement, au niveau représentation visuelle, ça nous gêne beaucoup, parce que la saisie des informations devient compliquée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien où centrer notre regard, et on ne sait pas très bien s'il faut faire attention aux formes cernées par un trait plus épais, ou aux formes dont on devine bien qu'avec un trait fin, elles vont être les prochaines sur lesquelles Marc-Antoine Mathieu va porter son intérêt. Et on a donc des aberrations d'épaisseur de traits constantes dans ce récit, où on a toujours des traits fins en cohabitation avec des traits plus épais. On passe ici des traits de la main et du miroir à ces traits-là. Ça, c'est le trait de la main. Ça, c'est le trait du petit rétroviseur. L'homogénéité du trait précédente devient un trait irrégulier, pictural, qui possède une certaine graisse, comme un trait de crayon. Donc le trait a changé de statut en grossissant énormément. Donc on change en permanence de statut, de registre, de trait, de forme, et par conséquent de perception du système. Et tout ça pour arriver à faire avancer sa caméra vers des points précis, des objectifs qu'il a à nous montrer pour faire fonctionner son récit. Donc la question du zoom, comme Hergé l'a développé, comme Marc-Antoine Mathieu l'a développé jusqu'à l'extrême, de manière très intéressante, mais de manière absurde graphiquement. C'est-à-dire que c'est un ouvrage qui, dans son fonctionnement graphique, ne fonctionne pas bien du tout. Et Hergé avait déjà démontré ça avec son cher Alcazar en auteur.
Donc Hergé, il n'en peut plus, là il nous appelle de sa tombe et il dit assez, ça suffit. Ces effets de zoom excessifs, arrêtez-moi ça. Chaland, qui est aussi au paradis avec Hergé, est peut-être venu à son secours en lui disant « Mais est-ce qu'on a à ce point besoin de zoomer sur le dessin? Est-ce que le fait de créer une loupe sur le dessin ne suffirait pas à créer l'effet de zoom ?» Et de manière très intelligente dans cette illustration, Chaland nous donne la sensation permanente et même un peu dérangeante qu'on voit une image en gros plan ou agrandie par rapport à une image globale dans son contexte, alors qu'en fait, c'est exactement la même image, la même taille des personnages et des traits. Donc Chaland a l'air d'insister, attention, ces histoires de zoom, c'est très délicat à manipuler, et il vaut peut-être mieux bluffer le lecteur, il vaut peut-être mieux induire dans le lecteur un certain fonctionnement que non pas l'induire, mais le représenter, littéralement. Parce qu'il y a là une aberration qui, en tant qu'aberration, affaiblit la narration, et la narration visuelle. Et en affaiblissant la narration visuelle, on affaiblit le récit lui-même. Donc, Chaland, avec ce beau dessin d'illustration, vient plutôt au secours d'Hergé en disant « Mes chers monsieur Georges Rémy, vous aviez-vous trouvé un équilibre parfait dans vos bandes dessinées? Est-ce que vous aviez à ce point besoin de zoomer avec ce général Alcazar? Est-ce que le zoom n'existait pas déjà dans votre fonction narrative? Est-ce que ça ne suffisait pas? Quel est ce besoin de faire avancer le visage d'Alcazar? Et donc on revient à cette planche qu'on a vue au début, de l'affaire Tournesol, où en fait Hergé fonctionnait déjà très bien, tout seul. Cadré, recadré. Il nous présente la scène générale avec 4 personnages. Il lui a suffi de la recadrer, comme la loupe de Chaland, de focaliser, couper Tintin, qui est en léger avant-plan, focaliser la caméra sur Haddock et Tournesol, et nous avons notre effet de zoom en planéité. Et non seulement nous l'avons, mais le lecteur ne s'en rend pas compte, il avance dedans et il saisit le dialogue entre Haddock et Tournesol, et il n'est pas gêné. Donc comme il n'est pas gêné, il rentre dans le zoom cadré d'Hergé en toute légèreté. Fonctionnement beaucoup plus puissant finalement que le véritable zoom représenté par photocopies agrandies les unes après les autres. Donc quel besoin avait Hergé d'aller agrandir le plan du général Alcazar? Qu'allait-il faire dans cette galère, alors qu'il avait déjà tout fait? Bon, peut-être que le Alcazar le fascinait, hein, les généraux, les dictateurs. Il y a eu un peu de collaboration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a peut-être quelque chose qui peut être lu psychanalytiquement, mais ce n'est pas l'objet de notre affaire. Si Hergé avait conservé sa leçon, sa propre leçon, mais il était peut-être un peu comme M. Jourdain, qui faisait de la ligne claire sans le savoir. C'est Josvart qui le lui dit. S'il avait commencé à cadrer son image et recadrer la suivante, ça n'aurait pas été parfait, mais peut-être que déjà on aurait eu un fonctionnement meilleur. Mais qu'est-ce qui se passe quand moi je me permets de recadrer les dessins d'Hergé? Je détruis sa linéarité de strip. Donc le cadrage et le recadrage impliquent aussi un remontage des cases et de la linéarité d'un strip. C'est-à-dire, change la mise en page. Ce n'est pas un problème simple. On n'en sort pas. Donc, visiblement, Hergé était arrivé au bout de ses possibilités avec Alcazar, et on va voir si les artistes contemporains
ont pu apporter des solutions. Partie 2, proposition contemporaine. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? C'est long, hein, mais il faut faire tout un tour pour s'amuser un peu. Je reviens sur un exposé que j'ai fait l'année dernière ici même, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de... C'est un public tout nouveau. J'avais défini l'année dernière la question de la ligne contour et de la ligne puissance, particulièrement dans le travail de Chaland, pour montrer comment on était passé d'un certain type de ligne claire RG, à un autre type de ligne qu'on appellera ligne puissance. C'est une définition comme ça. Hein. Si Schwarz s'est autorisé ligne claire, je vois pourquoi je ne peux pas m'autoriser ligne puissance. Alors, ça m'avait pris 1h30 l'année dernière pour expliquer tout ça. On ne va pas passer 1h30, je crois que Madeleine n'acceptera pas. On va essayer de voir ça de manière très condensée, en 5-10 minutes. Mais c'est un point important, parce que pour moi, c'est une acquisition. On va toujours piocher dans l'histoire. Ici, c'est une illustration d'une gravure de Rembrandt pour illustrer d'une manière très simplifiée le traité des couleurs de Goethe, la théorie des couleurs de Goethe. Que dit Goethe par rapport à la question des couleurs? C'est qu'il y a l'ombre et la lumière. La lumière est faite d'ombre et de lumière. Elle est absolument invisible et insaisissable. C'est en s'opacifiant que la lumière commence à être visible sous forme de stries de noir et de stries de blanc. C'est par l'opacité successive de la lumière que la lumière, qui en soi est un corpus invisible, commence à s'identifier à travers les stries de noir et blanc. Ces stries de noir et blanc, intensifiées, le blanc deviendra du jaune, et intensifié, le noir deviendra du bleu. Et ça nous permettra, à travers le jaune et le bleu, de définir une certaine luminosité du clair et de l'obscur. Et c'est ce que Rembrandt représente dans ce genre de gravure. Alors c'est intéressant parce qu'il y a une question d'intensité de la lumière, du noir et du blanc. Rembrandt, il a des contemporains au XXe siècle, notre ami Franquin, qui charbonne son Gaston dans la nuit. Hein. Franquin fait péter les plombs, Gaston fait péter les plombs de la salle de rédaction, tout le monde se retrouve dans le noir. Dans le noir, nous avons ce travail d'opacité, de blanc, de gris, de noir, c'est-à-dire cette dégradation de la lumière, du clair à l'obscur. Et Franquin, dans son dessin, contrairement à Hergé, est éminemment conscient de la présence de ce noir et de ce blanc, de ce clair et de cet obscur dans sa représentation graphique. Éminemment. Si bien que quand la lumière est revenue, ou que Gaston est dehors, il est en noir et blanc, en style, disons-le, sorte de ligne claire, mais c'est une ligne claire qui n'est plus tout à fait la même que celle d'Hergé, parce qu'elle tient compte de cette obscure présence dans le dessin. Et cette obscure présence, c'est la ligne puissance. Et la ligne puissance, ce n'est pas un trait au fil ou au cordeau, comme défini par Schwarz. C'est une ligne qui s'approfondit, qui se noircit et qui s'effiloche en même temps. Et ceci est un plagiat d'un tableau d'un peintre du XXe siècle, Lucio Fontana, qui faisait des toiles blanches au départ, après ça il les a colorées, mais blanches, et dont le seul acte de peinture était de prendre un cutter et de tailler une entaille dans la toile. Parfois 2, parfois 3 quand il était en forme. Qu'est-ce qu'il exprimait?
des lignes puissance. Ce qui est très intéressant, c'est que une taille dans la toile est égale à un trait sur le papier. Une taille dans l'espace est une ligne de la surface. Et voici, pour le représenter, un Fontana dans un de ses grands jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tailles pour le même prix. Il y a littéralement, et ça c'est très intéressant et très important, un accès à la profondeur spatiale par la taille. Parce que qu'est-ce qu'elle nous fait voir? Si on mettait une lumière derrière la toile, on ne verrait plus du noir. On recevrait même de la lumière. On aurait du clair. Ça sous-entend que nous avons accès par la taille du cutter à l'espace derrière la toile, à une autre profondeur. Et c'est cette profondeur qui est au travail sur la ligne du dessin. Alors ça donne des belles représentations, surtout pour les garçons, où ce trait au pinceau est utilisé comme une taille de cutter, si on veut, et il définit une forme, un contour, mais il définit aussi en contenu, en puissance, une profondeur spatiale. C'est-à-dire que le travail du trait au pinceau n'est pas un travail banal du trait. C'est un travail du trait avec sa représentation en profondeur. On continue dans cette ligne puissance et on ouvre les portes d'une nouvelle école franco-belge. Quel grand pays. On a Hergé avec la ligne claire à Bruxelles et à Charleroi, chez les mineurs de fond, où il y a du charbon, où il y a beaucoup de... On descend en profondeur dans les terrils. Il y a un monsieur Gigé qui charbonne ses planches et qui utilise du pinceau et qui utilise ce pinceau sous forme de ligne puissance avec des pleins et des déliés et qui crée l'école de Marcinelle, qui est l'école du journal Spirou, pour simplifier. Vous avez donc les deux écoles, Tintin d'un côté, Hergé, Jacobs, Martin et compagnie, et l'école de Spirou, sous la houlette de Gigé, Joseph Gillin, dont les dates sont 1914-1981. Et ce Gigé, issu de la peinture, issu d'une formation de peintre dans le clair-obscur, nous introduit cette ligne pinceau comme une ligne puissance. Il a l'air de faire une certaine ligne claire, il respecte une certaine codification. Et l'épaisseur du trait de Gigé est dans de bons rapports avec l'épaisseur de son lettrage. Donc il reste dans cette harmonie qu'on a vue au début avec Hergé. Mais il a introduit quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Et Gigé, alors il faut savoir aussi, c'est beau comme tout. Hein. Gigé a habité Waterloo, dans une belle maison, enfin une assez grande maison, certainement en mauvais état, avec un grenier. Et il avait une quarantaine d'années et il accueillait des jeunes dessinateurs. Alors il a accueilli Will, de Tif et Tondu, le jeune André Franquin, de Gaston et Spirou, le jeune Maurice, qui avait 20 ans, qui a créé Lucky Luke, Mézières, Giraud. Il a accueilli plein de dessinateurs qui tous l'ont vu travailler, qui tous ont travaillé avec lui, qui tous ont été marqués par son style et sa gestion du trait au pinceau. C'est un moment très important dans l'histoire belge de la bande dessinée, qui est beaucoup moins connu que le très connu Hergé, mais qui est au moins aussi important. Alors, pour essayer de donner une petite vision clarifiante à ce petit discours, j'ai composé ce petit tableau. Je sais qu'il y a un philosophe dans la salle, donc il me corrigera. La ligne, en tant que telle, peut être conçue comme une idée pure, chez Platon.
Non. Alors, il me